domine tout. Elle est la condition sine qua non de notre civilisation d'aujourd'hui. Oui, la culture domine tout, mais une des dimensions essentielles de la culture, c'est la gastronomie, bien sûr, la cuisine. Et aujourd'hui, avec Céline Alonso, nous accueillons les soupapes. Ça veut dire les représentants du pape. Oui, deux représentants éminents. L'un qui a écrit une biographie remarquable et l'autre qui s'occupe effectivement de l'impétrant. On va parler du beau Paul Bocuse, premier anniversaire de sa mort, après-demain, dimanche 20 janvier. Empire gastronomique estimé à plus de 50 millions d'euros. Il est le premier de 100 vivants à avoir été starisé, à avoir été mondialisé. Alors, comment est-on arrivé? Comment est-on et peut-on être ayant été Paul Bocuse? On va en parler. Oui, on va surtout donc lui rendre hommage aujourd'hui à André. Et pour lui rendre hommage, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir de grands journalistes qui l'ont très bien connu. Vincent Ferniaud, donc, qui anime depuis plus de 20 ans le Bocuse d'Or, qui est donc le plus grand concours de cuisine au monde. Et Robert Belleret, donc, qui vient de publier une sublime biographie sur Paul Bocuse, qui effectivement, il faut le dire, André, il a fait de la cuisine un art. Je pense que la cuisine, on peut le considérer comme de la peinture, comme de la musique. On peut peindre avec beaucoup de produits, beaucoup de couleurs. On peut peindre avec des produits beaucoup plus simples, avec un crayon, et on arrive à faire un dessin. On peut jouer de la musique tout seul. On peut diriger un orchestre, donc c'est peut-être ici un peu le cas. Je dirige une équipe de cuisiniers. Il y a le saucier qui peut remplacer le premier violon. Il y a le rôtisseur qui peut remplacer l'alto. Et aussi, on peut cuisiner seul. Et ça aussi, c'est très agréable. On peut cuisiner avec des produits simples, on peut jouer de la grande musique, on peut jouer de la musique très simple. Mais je crois quand même que la cuisine a quand même plus que tout ça, puisque finalement, on est obligé de la jouer en direct. Et c'est là où ça sent bon et c'est là vraiment où ça donne faim. Et oui, ça donne faim. Paul Bocuse, un mélomane, André, qui disait toujours « Il n'y a qu'une seule cuisine, la bonne ». Et oui, c'est sûr, et une seule cuisine, la bonne. Je rappellerai que Robert Belleret est un journaliste éminent. Vous avez été longtemps au Monde, je crois. Et puis, alors, vous venez écrire ce livre vraiment remarquable, c'est vrai ce que la Céline a dit, l'épopée d'un chef, et quel chef. Et Vincent Ferniaud, vous animez Place du Marché sur Sud Radio tous les dimanches de 10 à 11h. Alors, je voudrais savoir, Robert Belleret, votre première rencontre avec Paul Bocuse, c'était quand et c'était comment? Ça remonte à très loin, parce que je suis très vieux. Ça remonte aux années 70. J'étais tout jeune journaliste. Première rencontre, c'est quand je l'ai croisé. Là, on ne s'est pas parlé plus que ça. J'étais jeune journaliste au Progrès. Vous êtes allé manger Je suis allé manger pour, je crois, les gens du cirque Pinder qui présentaient leur programme. Et donc, il y avait Mir et Miroska qui parlera aux très anciens à table. Mais ce que j'ai pas oublié, c'est ce que j'ai mangé. C'était une langouste aux 2 sauces. Un intitulé très simple. Encore. C'était à tomber. J'avais 23-24 ans. J'avais jamais mangé de langouste et encore moins une langouste entière. C'était à tomber par terre. Là, j'ai fait que le croiser. Puis après, je l'ai recroisé quelques fois pour des séquences un peu amusantes. Des déjeuners avec Eddie Barclay ou avec Johnny Hallyday, des dîners, des choses comme ça. Et puis j'ai fait son portrait surtout en 1990. Voilà. Et oui, c'était pour Le Monde. Voilà. Vous le rencontrez donc pour faire son portrait et vous dites dans votre livre que la première chose qu'il vous dit à propos de son parcours, quand on pense avoir réussi, c'est déjà loupé. C'est beau ça. Il avait un sens des formules incroyable. Oui, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se prendre pour au sérieux. Faut pas vouloir péter plus haut que son cul, quoi. C'était ça. Mais il avait quand même une certaine idée de la France comme De Gaulle, mais de son talent. Mais il avait le sens des formules et de l'autodérision. C'est ce qui le rendait très sympathique. Il y avait le côté mégalo. Mais il se prenait quand même pour une star. Il a rangé tout ça parce qu'il avait de l'humour. Parce qu'il avait de l'ironie sur lui-même. Et puis un parler vrai qui parle bien ici, dans ce studio. Il avait un parler vrai. C'est moi la première rencontre longue. Ce qui m'a séduit, c'est la simplicité de son... Il se faisait pas mousser, quoi. Il mangeait je crois que c'était un navarin d'agneau dans son arrière-cuisine à 11h du matin, parce que les chefs, ils se mettent à table. Vincent Ferniaud le sait mieux que moi. Oui, bien sûr. Avant le service. Il mangeait son navarin d'agneau et il s'est lâché. Je sais pas, il était en confiance. Il m'a raconté, on a commencé par le début, les grands-parents, la petite enfance, la Saône, le certificat d'études qu'il n'a jamais eu.
Parce qu'il faut dire que c'est 5 générations de cuisiniers, les Bocuse. C'est ça. Il arrange un tout petit peu là. C'est effectivement 5. Là, il triche pas, mais il fait remonter ça à l'Empire. Là, il l'arrange un peu à sa manière, à sa sauce, je dirais. Et Vincent Ferniaud, alors vous, votre première rencontre avec Paul Bocuse? Je peux pas m'en souvenir. J'étais trop petit. Au fond. C'est votre père. C'est mon père qui m'a Jean évidemment Ferniaud, grand journaliste et grand gastronome, présenté à Monsieur Paul. Et comme mon père à l'époque, qui était journaliste bien entendu, à la fois politique et gastronomique, faisait des émissions de télévision avec les chefs. Disons que j'ai traîné mes basques dans ce coin-là avant même de me rendre compte que c'était Paul Bocuse. Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça que je considère Paul Bocuse un peu comme mon deuxième papa, comme mon papa en cuisine. J'ai un vrai père, et puis j'ai un père en cuisine. Mais ça vous rappelle des images, des senteurs, enfin des... Oui, incroyable. Bon, j'ai eu la chance que mon père nous emmène, mon frère et moi, lorsqu'on était petits, dans ses tournées, puisqu'il allait dans les restaurants étoilés, ou pas d'ailleurs, ou des bistrots. Et puis... Et il vous emmenait. Il nous emmenait, en tout cas pendant les vacances. Et comme il était toujours d'un livre sur l'autre, on suivait... On s'emmerdait copieusement, souvent. Non, mais pas à table. Mais après, pendant l'interview, pendant les racontes, pendant la visite, etc. Mais j'ai baigné dedans, quoi, comme dans une bonne sauce. Oui. Et en 95, donc Bocuse vous propose d'animer, d'être le maître de cérémonie du concours, donc le Bocuse d'Or. Rappelons ce qu'est ce concours. Alors, le Bocuse d'Or, ce sont les Jeux Olympiques de la cuisine, pour faire simple. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour cette finale qui va avoir lieu la semaine prochaine, puisque vendredi prochain, je descends à Lyon, puisque le 29-30, c'est la finale du Bocuse d'Or, qui a lieu tous les 2 ans, à Lyon au CIRA. Et il y a 67 nations qui ont participé aux éliminatoires cette année sur 4 finales continentales, alors Europe, Amérique, Afrique et Asie, Océanie, oui bien sûr, 67 nations, pour avoir 24 pays qui viennent lors de cette finale concourir avec un concours qui est ahurissant du point de vue de l'ambiance et de la technique. Il paraît que c'est une épreuve vraiment titanesque. Oui, c'est titanesque par l'enjeu, parce que chaque nation porte son pays, chaque équipe composée d'un chef et d'un commis, enfin d'un second, il porte son pays, il porte l'espoir de ces nations. Alors chez nous ça paraît un peu naturel, puisqu'on vit dans la cuisine en France, mais imaginez le Mexique, la Hongrie ou la Nouvelle-Zélande. Et donc, Bocuse d'Or. Et cette année c'est donc le premier Bocuse sans Bocuse, c'est exactement. Ça, j'ai envie de dire sans Bocuse et sans Robuchon. Parce qu'on a quand même perdu en 2018 nos 2 grands hommes de la cuisine française. Et Bocuse a évidemment imaginé ce concours, mais Robuchon en a été le premier président le dernier lors du 30e anniversaire à l'édition il y a 2 ans. Ah oui, c'est très... Robert Belleret, justement... Quels sont, alors vous avez commencé par ce Navarra, le Navarra d'agneau. C'était lui. Et vous, c'était la langouste. Absolument. Mais parlons maintenant du plat emblématique donc de Bocuse, qui était cette fameuse soupe, donc giscardienne, c'est ça? Soupe VGE. Moi, c'est effectivement le plat emblématique. Parce qu'il y a toute l'histoire de cette soupe. Et ça fait plusieurs pages de mon bouquin. C'est long. D'abord, il y a le... Essayez de résumer. Racontez-nous. Vous pouvez résumer la recette déjà pour qu'on sache de quoi on parle. Alors, c'est un consommé de bœuf avec dedans des morceaux effectivement de bœuf et des petits légumes. Un consommé de bœuf, c'est un bouillon assez concentré, aromatiquement parlant. On y rajoute des truffes et surtout, il y a comme une montgolfière de pâte feuilletée qui vient lutter, c'est-à-dire fermer cette petite cocotte individuelle, ce petit bol, et qui va gonfler lors de la cuisson. Et donc, il donne lieu effectivement à une belle histoire avec le président Giscard d'Estaing. Alors c'est laquelle l'histoire? L'histoire, c'est que Bocuse se voit décerner la Légion d'honneur. Il montera jusqu'à commandeur. Là, c'est le premier grade, c'est chevalier. Et lui, qui voit toujours haut, il espère que ça soit Giscard d'Estaing qui lui remette. Alors ça peut se faire, mais en plus, il veut que ça soit à l'Élysée. Et puis, il veut que ça soit en tenue, avec sa toque surdimensionnée. Et puis, avec ses copains. Donc il va réussir à avoir tout ça à la suite d'un vrai faux canular qui serait trop long à expliquer. En fait, pour résumer, c'est un copain qui lui envoie une lettre. Une fausse lettre signée Giscard d'Estaing. Donc Giscard accepte. Oui, en fait, Giscard joue il a joué le jeu. Voilà. Et Giscard le reçoit à l'Élysée avec ses copains. Il y a Robuchon, il y a Guérard, il y a tous les copains. Parce qu'il jouait collectif, Bocuse. C'est une de ses grandes qualités. Il emmenait les copains derrière lui. C'est pour ça qu'il va rester dans l'histoire, à mon avis. Et il débarque à l'Élysée.
et chacun crée un plat. Et lui va créer la soupe aux truffes, en s'inspirant des truffes de l'Ardèche qu'il a goûté avec un paysan quelques semaines avant, qui lui a dit, le paysan, mettez donc des bouts de truffes là dans la soupe, truc. Il a essayé, il a trouvé ça superbe. Il a mangé aussi une truffe en cocotte chez ses amis en Alsace, et Berlin. Oui. Qu'est-ce qu'il a pris d'autre comme idée? Et puis voilà, il a fait une synthèse de ça, et il ça a fait bien reçu. Magnifique. Ça a été bien reçu. En plus, il s'est évidemment offert un bon mot à l'occasion. Giscard d'Estaing, on l'imagine d'ici, lui a dit, alors, monsieur Bocuse, comment on mange cette soupe? Et Bocuse lui a dit, cassez la croûte, président. Voilà, alors, j'y étais pas, hein, mais c'est trop beau pour pas être. C'est très très beau ça. Casser la croûte. Oui, j'ai relevé une anecdote, effectivement, dans votre livre, Robert Belleret. Vous dites, il faut tordre le cou à une idée trop répandue, selon laquelle Bocuse était un génie culinaire. Parti de rien, c'est ignorer que son père l'a formé et influencé en lui apprenant dans les bases du métier. Oui. Il n'est pas parti de rien. Il a l'énorme mérite d'être parti d'un petit restaurant modeste avec des nappes en papier. C'est une des premières choses qu'il m'a raconté. Des nappes en papier découvertes en inox. Il a une étoile avec ça. Hein. Incroyable. Un cabinet au fond de la cour. Toilettes au fond du jardin. Une étoile. Il a une étoile avec ce petit... Avec ça, absolument. Avec des commis qui traitaient un peu comme un adjudant de compagnie à la dure, hein, presque à la schlag, dans un bistrot où il y avait des jeux de boules, où il y avait plein d'animaux parce que son père avait un singe, un renard, des trucs, etc. C'était folklore, et avec ça, il va devenir une étoile. Robert, on peut parler de son père, mais c'est quand même son vrai père en cuisine, c'est Fernand Point. Oui, bien sûr. La pyramide à Vienne, où il fait son apprentissage, en quelque sorte. Bien sûr. Pas la mère Brasier. Oui, la mère Brasier, c'est l'esprit lyonnais, mais là où il a vraiment appris le métier, c'est chez Point. Oui, chez la mère Brasier, je pense qu'il a appris la discipline, parce qu'elle était dure. Oui. Hein, voilà. Et puis, on ne sait pas combien de temps il est resté, parce que là encore, il prend toujours des libertés un peu. Je ne sais pas s'il est resté 3 mois, 6 mois, 1 an. Pas plus que ça, c'est au col de la Luère. Il est monté à vélo, en tout cas. Hein. Il est monté à vélo, et puis il était petit apprenti. Hein, il cordait de pluche, il coupait du bois, il faisait tout. Il se levait à 7h du matin, il finissait à 23h. Et il se faisait traiter. On le fait jamais, on n'arrive jamais au sommet sans avoir vraiment connu la vie dure. C'est ça qui est prodigieux dans ce métier que moi je connais comme ça, pas plus que ça. Des chefs, c'est que souvent ils ont démarré, n'est-ce pas Vincent Ferniaud, à 12 ans, à 13 ans. Absolument. Et ils ont réussi à monter au sommet. Moi, je trouve ça fascinant. C'était le goût de l'effort, mais il paraît qu'on n'a pas le droit d'en parler en ce moment. Mais en parlant du goût de l'effort... C'est-à-dire qu'il n'est pas toujours aussi récompensé qu'avec 3 étoiles. Il faut dire que Bocuse avait une revanche à prendre en quelque sorte sur la vie, parce qu'il n'avait pas son certificat d'études, et son nom avait été vendu dans les années 30 par son grand-père, et il a dû se battre pour le racheter. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il était toujours à Collonges. Hein. Lui, il est né à Collonges, il est mort à Collonges, et dans la même maison, dans la même pièce. C'est unique. C'est inouï. C'est inouï. 91 ans, dans la même maison. Il est mort dans la même maison. Oui, absolument. Enfin bon, depuis, on avait créé une pièce au rez-de-chaussée quand il était malade à la fin. Mais la même maison, absolument. Et vous me disiez la question, je l'ai perdue un peu. Oui, en fait, qu'il a dû se battre pour racheter le nom de Bocuse. Pourquoi il n'y avait plus le nom? Parce que son grand-père l'avait vendu. Qui avait un restaurant Bocuse. Comme sa femme était un peu frivole et le trompait abondamment, il a pris un coup de colère, il a tout vendu. Le fond, la maison à un Russe et le nom. Du coup, c'est resté restaurant Bocuse, mais Bocuse, lui, n'avait plus le droit le père de Bocuse, en l'occurrence, Georges, n'avait pas le droit de l'utiliser. Donc, c'est quand il a eu son étoile et un peu d'argent, même pas mal d'argent qui a commencé à rentrer, qu'il a racheté le restaurant à côté, dont il a fait une annexe pour les banquets et mariages, etc. L'abbaye, il a enlevé le nom de l'abbaye, il l'a remis sur son restaurant, qui est devenu l'auberge de Collonges, Paul Bocuse. Il s'est bien vengé de cette façon, mais il s'est aussi bien vengé sur la frivolité de son grand-père. On en parlera dans un instant sur Sud Radio. Paul Bocuse, une véritable épopée. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec Vincent Ferniaud et Robert Felleret. À tout de suite. Belleret, pardon. À tout de suite sur Sud Radio, André Berkoff. Tout. Elle est la condition sine qua non de notre civilisation d'aujourd'hui. Eh bien oui, et on continue ce vendredi culturel, et avec Céline Alonso, nous recevons Robert Belleret et Vincent Ferniaud pour célébrer un pape de la gastronomie. Et oui, il a fait beaucoup de choses, et pas seulement des bulles.
Paul Bocuse. Et oui, pour rendre hommage donc à ce génie de la gastronomie française, nous avons le plaisir de recevoir ces deux hommes qui l'ont très très bien connu. Vincent Ferniaud, il faut le préciser, donc qui présente tous les dimanches sur Sud Radio, donc Place du Marché, et Robert Belleret, donc qui vient de publier une très belle biographie sur Paul Bocuse, ce chef qui défendait la cuisine du marché. Un cuisinier ou une ménagère ne peut pas faire de la bonne cuisine si le matin, elle ne va pas au marché, acheter ses produits, les comparer. Et bien souvent, le conseil que je pourrais donner à une ménagère, c'est quand elle va au marché, de ne pas aller avec une idée fixe. Si elle a envie d'aller, par exemple, acheter une truite ou un saumon, et qu'à côté, il y a des merlans merveilleux qui sortent du bassin, qui sortent des pêcheurs, des maquereaux qui sont là tout recroquevillés, eh bien qu'elle achète des maquereaux, qu'elle rentre chez elle et qu'elle ne vienne pas avec des idées sûres et qu'elle fasse ce produit merveilleux qu'elle a trouvé. Si au marché c'est le moment des pommes de terre nouvelles, eh bien mangeons des pommes de terre nouvelles. Ce que je pourrais reprocher aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de saison. On veut des fraises à Noël, on veut des pommes au mois de juillet. Donc restons sérieux, la France est le plus beau pays pour les produits, vivons avec nos produits. Un cuisinier ou une ménagère ne peut pas faire de la bonne cuisine. Vivons avec nos produits. Alors, deux choses que je voudrais poser à Vincent Ferniaud et à Robert Belleret. Il y a quand même quelque chose, on peut dire, je crois, ou alors vous me corrigez si je me trompe, en fait, Bocuse a été la première star internationale. C'est lui qui a fait que les chefs sont devenus quelque part des stars. Ça a été le premier, ou pas. Et deuxièmement, est-ce que le côté mondialisé, Bocuse dans le monde entier, est-ce que c'était le premier qui a posé ses guêtres, comme on dit? Bon, la gastronomie française, elle ne date pas de Bocuse, bien sûr. Elle date bien avant. Mais est-ce que cette mondialisation, cette starisation date de lui ou pas? Ouais, j'ai envie de dire, il y a quand même un homme important dans la cuisine, dans la gastronomie. Je veux dire, cuisinier, on ne parle pas des gastronomes. Parce qu'on remonterait à Brillat-Savarin, autrement. Bien sûr. Cuisinier, Auguste Escoffier. Le tournant du XXe siècle. Auguste Escoffier, le premier restaurateur, créateur de plats, et qui travaille évidemment au Savoy. Donc il y a que ce côté international, mais évidemment c'est une époque où la communication se fait beaucoup moins facilement. Bien sûr. Il en reste pour autant des écrits absolument extraordinaires, des recettes qui vont traverser les époques, et il incarne la cuisine classique, Escoffier. On s'y réfère encore, et Bocuse notamment, évidemment, qui se réfère à Escoffier dans sa façon de concevoir la cuisine. Ouais. Maintenant, dans une époque moderne, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Robert, oui, Bocuse a fait sortir les cuisiniers de leur cuisine. Ça, c'est le plus grand bienfait, c'est-à-dire qu'il les a rendus communicants. C'est ça. Sans avoir la moindre base, sans avoir ouvert le moindre bouquin de marketing, il avait ça dans le sang, dans la peau. C'est ça, c'était inné chez lui. Un flair incroyable. Il a joué sur 2 leviers, le guide Michelin, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, et puis le meilleur ouvrier de France. Ah oui. Bon, il y a eu des meilleurs ouvriers de France avant lui, mais lui, il a mis en valeur le col tricolore, le nom brodé sur le. Oui, c'est lui qui a eu l'idée, c'est ça. La tenue, c'est lui qui a tout ça. Ouais. Et il entraîne les copains. Il leur fait profiter des choses. Et ces outils de communication, justement, je crois qu'il a inventé des choses, de mettre son nom partout, etc. Ces photos, les photos. Le marketing de on m'a raconté un truc hallucinant, c'est que d'abord, sur l'image, il a commencé par le truc le plus élémentaire, c'est-à-dire qu'il faisait le tour, comme tous les chefs, des tables pour saluer les gens, échanger quelques mots, boire un coup éventuellement. Et non seulement il refusait pas de faire des photos avec les gens, avec les convives, mais il leur proposait même quand ils oubliaient. Oui. Vous voulez pas faire une photo? Alors il avait des photos comme ça avec la grand-mère. Il avait toujours un photo, il avait toujours un appareil photo avec lui. Attendez, vous voulez dire que c'est l'ancêtre du selfie? Il a inventé le selfie. Mais bien sûr, parce que sa photo, c'était des touristes américains, japonais. Ils rentraient chez eux. Ah, Paul Bocuse, voilà. Et la photo, son visage, ça commence par ça, le végétariat, la célébrité. Son visage. Et puis son nom. Et on m'a raconté un truc inouï, c'est qu'il avait fait fabriquer des petits autocollants avec Paul Bocuse France et un coq tricolore. Et le coq, celui qu'il avait en tatouage, en fait. Il le collait lui-même quand il se baladait à Tokyo ou à New York. Dans un taxi à Tokyo, un chef qu'il avait mis en place là-bas racontait, dans le taxi, il sortait l'autocollant, il le mettait dans le taxi. Comme ça, les gens ils disaient, c'est qui? Incroyable ce sens. Et puis, il était sympa, il était simple, il avait le goût du canular, de la rigolade, il était chaleureux, il était généreux. Voilà, c'est pas mal d'ingrédients pour devenir une star. Ah oui, alors à propos justement de ce rituel de la photographie après le dessert, racontez cette anecdote avec un jour, donc François Mitterrand vient dîner à son auberge de Collonges, c'est en 1988,
vite. Et l'inévitable séance, racontez-nous, parce que c'est un gag. Bien sûr. Il y a évidemment la photo, c'est au dessert, et c'est un de ces maîtres d'hôtel qui se charge d'appuyer sur le déclencheur. Et Bocuse prend la pose debout derrière Mitterrand, et il se rend compte qu'il y a un miroir et qu'on va voir le gars qui prend la photo, le maître d'hôtel, qui s'appelle François. Voilà. Et il dit à ce François, pousse-toi un peu parce qu'on va devoir... Et Mitterrand... entend François, il a le réflexe de bouger un peu les épaules. Alors ça, c'est un maître d'hôtel qui me l'a raconté. Bon, et je pense que ça s'arrête là, sauf que Bocuse, toujours malin, toujours mariole, toujours le sens du gag, racontera l'histoire en disant... Mitterrand s'est tourné vers moi et m'a dit « De quel côté je me pousse ?» Et je lui ai dit « Un peu à gauche, monsieur le président. » Et ça, à mon avis, il l'a rajouté, mais c'est tellement beau encore une fois. Mais il avait vraiment un sens de la réplique. Ouais. Il a réussi à séduire, même à dompter les médias avec ce sens de la réplique. Ça s'explique pas, parce que c'est le charisme qu'il avait, c'est pas par la parole, c'était pas un tribun du tout. Il avait un esprit. Mais de l'esprit, et puis une belle allure, une belle gueule d'empereur romain, une stature, comme ça, il arrive le primat des gueules. Le primat des gueules, magnifique formule. Moi, je voudrais vous raconter une anecdote. Et la dernière fois que j'ai vu Paul Bocuse, c'était il y a 2 ans. Le lendemain du résultat, ce sont les Américains qui ont gagné le dernier Bocuse d'Or, ce qui était déjà incroyable. Il y a la pose des plaques à son restaurant le jeudi matin qui suit le concours. Et donc, depuis tout ce temps, Monsieur Paul est là. Évidemment, il tient son rang. Il n'avait pas pu venir parce que sa santé était extrêmement mauvaise, déficiente. Il était déjà très affaibli. Mais on va à la pose des plaques et Monsieur Paul est là. Il reçoit Thomas Keller, qui est le président, qui est un restaurateur 3 étoiles américain et qui est le président de la délégation américaine. Et il me voit arriver. Venu, Paul Bocuse. Paul Bocuse était là dans son restaurant. Ouais. Alors, il était diminué physiquement, mais je vois que son œil brille. Et j'approche, vous savez peut-être pas, mais moi j'ai perdu la dernière fois que je l'avais vu, ce fois-ci, une 30aine de kilos. Il me voit, il fait « T'as perdu beaucoup ?» Et je dis « Bah oui, monsieur Paul. » « Combien ? 20 ?» Je dis « Plutôt 30 kilos. » « Et comment tu fais ? » Alors je dis « Je mange pas le soir. » Il me dit « Ah, moi, je mange peu le matin, rien à midi, puis le soir, je finis les restes. » Et c'était extraordinaire parce que vraiment, je suis... L'esprit est là, dans l'œil et dans la parole, jusqu'au bout. L'esprit, vous savez ce qu'il répondait à un journaliste qui lui demandait « Vous avez fait de piètres études ?» Eh bien là, il répondit « Oui, mais j'ai mes 2 bacs, celui d'eau froide et celui d'eau chaude. Je n'ai rien appris à l'école, je préfère savoir que 1947 est un bon millésime. » C'est incroyable. Oui, c'est très joli. Oui. Mais c'était quelque part... c'était aussi un sage, une espèce de... Il était en avance sur son temps, hein. C'était un écolo pur et dur, lui. Ah bon ? Mais un écolo, comme M. Jourdain fait de la prose, il faisait de l'écologie, il n'avait pas besoin d'étiquettes et de bannières. Mais il était un fou de nature. Tout gosse, il passait ses journées sur la Saône, juste devant l'auberge. Mais qui, à l'époque, c'était très sauvage. Il n'y avait pas de route qui passait. Il passait ses journées là à braconner, à pêcher le poisson. D'ailleurs, quand on ne le trouvait pas au resto, il était à son étang au canard. Là. C'est ça. C'était un amour, il est vraiment viscéral. Pour la nature, pour les oiseaux, pour le vent, il connaissait la nature. Et puis, il était aussi en avance sur le circuit court, les produits frais. Il faut préférer un merlan pêché du matin plutôt qu'un turbo, si le merlan est plus frais, voilà. Et acheter la cuisine local, du marché, quoi. La cuisine du marché, la cuisine de saison. Enfin, tout ça, il l'a dit simplement, mais il l'a répété. C'est rentré dans les têtes. Cuisine du marché, c'est une belle invention. Alors juste, Vincent Fagnot, à propos des Bocuse d'Or, est-ce que les Bocuse d'Or choisissent en fait les plats en fonction de ce qu'a fait le mieux Bocuse, ou ça n'a rien à voir ? Je veux dire, les récompenses. Alors, c'est toujours des plats d'essence classique. Et là, la semaine prochaine, ils ont choisi un thème. Alors, il y a toujours un plat de viande, en général, et un plat soit de poisson, soit de légumes. Cette fois-ci, ce sera des légumes, parce qu'il faut être un petit peu dans l'écologie. Et puis, il faut être green en ce moment. Bio. Et Paul le voulait déjà. Donc, il y aura une chartreuse de légumes. Chartreuse, c'est un gâteau. Hein, c'est un peu comme une charlotte de légumes. C'est classique, mais on laisse libre cours à l'imagination des cuisiniers qui seront là, de ces grands chefs. Et alors, la pièce de viande, elle est merveilleuse parce que c'est un carré de veau de lait rôti. Et ça, Paul le disait très bien. En fait, je veux dire,
Brillat Savarin avant lui disait on devient cuisinier mais on est rôtisseur. C'est-à-dire que la rôtisserie, l'art du feu, c'est ça la cuisine avant tout, la maîtrise du feu. Ça remonte à 400 000 ans, donc il y a eu le temps de se faire à l'apprentissage. Mais Paul avait ça en lui, des produits simples, magnifiés par une cuisson exacte. C'est beaucoup plus que de masquer avec des sauces. Donc, en cela, il était extrêmement moderne. Je paraphraserai de ce point de vue l'immortel Pierre Dac, qui pouvait dire un cuisinier, s'il n'est pas cru, c'est qu'il est cuit. C'est beau, ça. Un mot, Robert, sur la transmission de son savoir, parce que ça a toujours été au cœur de ses préoccupations. Ouais. Donc, il a créé un institut, une fondation. C'est pas lui qui l'a créé, mais il l'a cofondé. Ouais. L'Institut Paul Bocuse existe grâce à lui, parce qu'il y a eu une première tentative qui a avec capoté. Pélisson, c'est ça. Oui. Et lui, il a donné son nom et son prestige et son image et sa statue. Maintenant, il y a sa statue. C'était à Écully, tout près de Lyon, l'Institut Paul Bocuse. Et pendant un moment, on a cru que ça allait disparaître. Ça avait dévoré des subventions et ça décollait pas. Et puis maintenant, ça marche bien. Je crois qu'il y a 800 élèves venus du monde entier. Ça coûte très cher, la formation. Mais les gens qui sortent de l'Institut Paul Bocuse, ils sont sûrs d'avoir une carrière derrière. Ah oui, ils sont sûrs d'avoir une place et une carrière. Oui, c'est 11 000 € à peu près pour un cursus de 3 à 4 ans. Oui, mais enfin, chaque année. Chaque année. Exactement. C'est lourd. Hein. Et sa fondation, que finance-t-elle aujourd'hui, vous savez ? Des bourses, justement, pour des élèves qui vont aller à l'Institut. Lui, il avait ce souci de la transmission et il savait que c'était pas par les livres il disait on est des manuels et ce qui se transmet c'est le geste. Donc il n'y a pas de meilleure école que l'apprentissage de voir comment on fait. Voilà. Alors des fois c'est rude parce qu'on commence par éplucher les légumes, par faire la vaisselle, par balayer et puis on voit les gestes et moi je voudrais vous demander à tous les deux, Vincent Ferniaud, Robert Belleret, Vincent Ferniaud, si vous aviez en quelques adjectifs à définir Paul Bocuse, vous diriez quoi? Le premier mot qui me vient, c'est unique, c'est-à-dire singulier. Quelqu'un qui sort la tête du lot, parce que cet esprit, on peut apprendre le métier, mais l'esprit, ça s'apprend pas. On l'a, c'est son don à lui. Je peux dire qu'il va nous manquer et que moi je vous donne rendez-vous évidemment le 29 et 30 à ceux qui seront à Lyon au CIRA pour venir voir cette première finale du Bocuse d'Or sans Paul Bocuse. Jérôme Bocuse sera là, son fils, pour maintenir l'esprit de Paul. Et toujours l'œil qui frise, hein, même s'il y a une mécanique qui est très en place. On laisse toujours le libre cours à l'imagination, à la création. Le donjon de la gastronomie. Et vous, Robert Belleret, si vous aviez à le définir en quelques mots? En quelques mots, je dirais aussi unique, mais ça c'est... Vincent l'a bien dit, je dirais volontaire. Il s'est accroché, il avait envie d'avoir, quand il a eu une étoile, d'en avoir 2, puis d'en avoir 3, et toujours de monter, de grimper, de conquérir l'Amérique, de conquérir le Japon. Ouais, c'est ça. Une volonté, une opiniâtreté même, et puis du courage. Parce que c'est un métier quand même où il faut se lever et assurer, quoi. Et puis, moi, ce que j'aime bien, c'est il se prend pas au sérieux jamais, quoi. Il fait toujours, pardonnez-moi l'expression, il fait le con tout le temps avec ses copains. Les canulars, c'était une de ses raisons de vivre, faire des canulars. Et un grand rigolo comme tout. Et un grand amoureux. Je veux dire, pas des femmes, je veux dire de l'humanité. Voilà. Mais aussi les femmes. Les femmes avant tout, mais les hommes aussi. En tout cas, son épopée, elle est extraordinaire, Robert. Vous la racontez dans votre livre, c'est sublime. Il y a une phrase, vous dites, sa famille avait dit à sa mère, ton gamin, on n'en fera rien. Ouais. Incroyable. Bah voilà, c'est l'une des explications de sa trajectoire, de son épopée. La revanche. C'est le comte de Monte Cristo. Il avait ça. Je vais leur montrer, quoi. Il l'a bien montré, quoi. Ouais. Et il a bien montré alors qu'il avait des handicaps énormes. Et il avait déjà le premier handicap, c'est d'être à Lyon et pas à Paris. Et il n'est jamais monté dans la capitale. Il a fait de son coin un rayonnement international de Lyon. Merci Robert Belleret. Je rappelle que votre livre, donc Paul Bocuse, l'épopée d'un chef, est sorti chez Télémac. Non, chez Archipel. Vincent Ferniaud, on vous retrouve dimanche sur Sud Radio de 10h.